La 408e du coup tordu, la 408e, et ça fait longtemps que je l'ai pas précisé, mais il y a toujours pas de jingle dans le coup tordu. On perd pas de temps, le coup tordu du vélo, du cyclisme. Le coup tordu, c'est les passionnés qui parlent aux passionnés dans le coup tordu. Il y a des interviews, il y a des previews. Dans l'épisode précédent, nous étions avec Florian Pigeon qui va commenter les courses tout au long de l'année sur Eurosport. Flo qui part aux Jeux Olympiques d'hiver et puis qui reprendra ses activités au niveau du vélo juste après les Jeux Olympiques d'hiver. Donc épisode à retrouver bien évidemment sur la chaîne YouTube du coup tordu et sur toutes les plateformes de podcast. Et oui, le coup tordu sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne YouTube du coup tordu. Mettez la petite cloche pour avoir les épisodes, voilà, pour être informé dès qu'il y a un épisode qui sort. On se retrouve pour une preview, la preview, alors double preview. On va axer sur le Tour de la Communauté de Valence. On va parler également de l'étoile de Bessèges. Au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes le mardi 3 février 2026. Donc je vous annonce qu'on va enchaîner les étapes au moins en quotidienne jusqu'à la fin de la semaine et peut-être ce week-end. C'est à voir. Et donc pour cette double preview, le coup tordu est en mode reunited avec Monsieur Enzo alias Phoenix. Ça va Enzo? Bah écoute, ça va. Un peu de manque de sommeil, mais ça va. Ah ouais? Toi aussi, tu dors pas beaucoup en ce moment? Non. Bon. Pas trop. On l'appelle Enzo l'insomniaque. Et dans la place également pour le coup tordu, Monsieur Latip. Ça va Thibaut, tu dors bien en ce moment? Eh bien, j'ai envie de te dire que je suis de retour de mes congés, donc oui, j'ai bien dormi. Et va falloir recharger les batteries parce que, un peu comme Enzo, je pense qu'on va avoir une philosophie. Ah putain, et j'y arriverai jamais. À chaque fois que je suis dans ce putain de podcast, stop. J'arrête. Thibaut, je t'ai vu faire des chorégraphies avec Johan dans sa déraille, petite choré sur de la musique espagnole. Bon, tu maîtrisais mieux les chorégraphies. Philosophie de vie, c'est-à-dire que, eh bien, mon cher Vincent, il y a un adage, c'est on a toute la mort pour dormir. Et quand je vois le travail que je suis en train de mener, c'est-à-dire que je pense que Enzo ne s'affiliera pas avec l'étoile de Bessèges, moi si. Donc ça va être double preview et j'ai envie de dire même triple ration de preview à partir de vendredi. Donc je vais finir sur Aérotul. Ouais, alors le Tour d'Oman, l'étoile de Bessèges, le Tour de la Communauté de Valence. Donc on rappelle tout ça se retrouve Thibaut sur ton site qui s'appelle Going Full Gas. Exactement. Je pense que Enzo, au vu de la start list, va se concentrer sur Valence. Et Enzo, oui. Ouais, sur ton site The Big Gear. Ouais. Moi, en général, je fais plus quand il y a deux courses par étape en même temps, j'ai pas le temps de faire correctement. Donc, j'en prends en général qu'une seule. Et sur les dernières années, j'étais plutôt sur Valence, donc là, je vais faire pareil. Oui, puis surtout qu'en plus, on va le dire, là, cette année, autant les dernières années depuis le Covid, en fait, on va dire qu'il y avait deux start lists qui étaient plutôt, on va dire, assez équilibrés. Là, clairement, Enzo, il n'y a pas photo entre l'affiche de Valence et l'affiche de Bessèges. Oui. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes World Tour qui reviennent pas à Bessèges après tout ce qui s'est passé l'année dernière, le coût des voitures sur le parcours. Donc je pense que ça en a refroidi plus d'une. Notamment, je crois qu'il n'y a pas Lidl, il n'y a pas Ineos, celles qui menaient la fronde, on va dire, pour quitter l'épreuve l'année dernière, sont pas revenues. Donc automatiquement. N'ont pas été réinvités. C'est l'organisation qui a décidé. Toutes les équipes, elle l'avait annoncé. Toutes les équipes qui les ont lâchés. Écoute, on fera sans eux, tant pis. Et honnêtement, quand tu vois le déroulé après de la saison, je pense que ça aurait été quand même assez hypocrite pour certaines équipes de revenir. Oui, non, honnêtement, je suis même pas sûr, même si elles avaient été invitées, je suis pas sûr qu'elles soient toutes revenues. Mais bon, bref. Donc au final, ça fait que la start list à Valence est quand même bien plus relevée que celle de Bessèges. Ça veut pas dire que ce sera mieux. Oui. Ça veut pas dire que ce sera mieux. Mais si on regarde juste les noms, c'est quand même plus ronflant. Ah oui, largement. Maintenant, j'ai envie de dire, Bessèges revient un petit peu à son ADN des années 2010, à savoir une épreuve de la Coupe de France. Faut rappeler que quand il y a eu le Covid en 2020-2021, à un moment donné, il y avait toutes les épreuves au Moyen-Orient étaient annulées. Bessèges était une des seules courses en Europe et Bessèges avait fait de la place pour accueillir. Je crois qu'on était monté à 8 ou 9 équipes pour le Tour sur l'édition 2021.
Donc voilà. Donc après, les équipes World Tour sont revenues et là, bon, il s'est passé ce qui s'est passé l'année dernière. On va pas revenir dessus, même si bon, pour moi, vraiment, le coup de la deuxième voiture, c'est vraiment pas de cul. Je pense que ça aurait pu arriver à n'importe quel organisateur, mais enfin, on est revenu 1000 fois dessus. Là, on va passer à la suite. Les gars, on attaque, on revient. Actu vélo, sur l'annonce sélection des TDT, tout a été dit, Thibaut et Rodi. Oui, tout a été dit. En vrai, il y a une préférence pour Unibet qui s'explique assez facilement sportivement, à mon sens, mais c'était pas le scandale du siècle que la Cara soit invitée dans l'absolu. Et il n'y a pas de doute sur le fait que l'année prochaine, l'invitation sera pour les Unibet parce que sportivement, au niveau du classement, il n'y aura rien à redire. Enzo, toi, je crois que t'as vu que ça avait un petit peu aussi perturbé le calendrier de l'attribution des wildcards pour le Giro. En fait, je trouve ça assez étrange que on ait toutes les wildcards quasiment des épreuves World Tour qui soient sorties, sauf celle pour le Giro. Si je devais mettre une hypothèse, c'est qu'à mon avis, du côté de RCS, on a été pris de court sur le fait que Unibet ne soit pas invité sur le Tour de France, parce que je pense pas que c'était dans les plans. Et du coup, ils auraient décalé pour s'arranger avec eux pour les faire venir. Après, de toute façon, dans tous les cas, RCS avait annoncé que l'équipe qui serait mise sur le carreau serait invitée sur le Giro. Donc, ça veut dire que techniquement, Unibet va avoir son invitation sur le Giro. Après, est-ce qu'ils vont choisir d'ici aligner? Parce que ça reste quand même un calendrier assez compliqué, surtout pour une équipe comme Unibet qui mise énormément sur la campagne de classique. Donc, ça bouscule un peu tout un calendrier, une organisation. Maintenant, comparé au Cara, je pense que tu restes quand même très gagnant de participer au Giro, parce que quand tu vois que tu as un sprinter comme Groenewegen, que tu vois le tracé du Giro, il y a quand même pas mal de points à aller chercher. Non, c'est beaucoup plus ouvert qu'un Tour de France qui de base est quand même très cadenassé. Donc après, en termes d'exposition médiatique, effectivement, le Tour t'en donne beaucoup plus, c'est même pas la question. Mais en termes de résultats sportifs, pour une équipe, pour une pro team, c'est plus, je pourrais dire simple, mais si, c'est plus simple d'aller chercher un résultat, c'est plus accessible sur le Giro que sur le Tour de France, et encore plus sur la Vuelta. Mais non, mais moi j'avais lu des rumeurs comme quoi Burgos pourrait être invité sur le Giro. Je dis les gars, déjà ils sont invités sur la Vuelta. Si une équipe comme Burgos est invitée sur 2 grands tours, normalement il faut changer de sport, faut arrêter, c'est n'importe quoi. je veux bien, mais t'inviterais Burgos sur 2 grands tours, mais pas Unibet sur un seul. Et surtout, si Unibet est invité sur le Giro, à vérifier, mais je crois que toutes les équipes éligibles à une wildcard en auraient reçu une. Oui, c'est ça. C'est ce que je t'ai dit. C'est l'organisateur avait vraiment promis que la wildcard restante serait attribuée à l'équipe mise sur le carreau, sur les 2 autres. Il y a pas une équipe japonaise là, ou l'équipe qui fait 30e, ou l'équipe tchèque, je sais plus. Non, mais il faut être en 2e division de toute façon de base. D'accord, et ça c'est des équipes Conti qui avaient réussi à... Non, mais ils étaient pas 31e, alors 31e t'avais Vini Fantini, et 32 t'avais JCL, l'équipe japonaise, je crois. Ah ouais. Et du coup, comme ils sont Conti, même s'ils avaient fait le top 30, ils auraient pas pu participer au Giro. Et ben chacun a... Il dit pas de bêtises, mais enfin, à un grand tour. Non, je crois que c'est ça la règle. Non, le plus chiant pour Unibet, c'est que maintenant, il va falloir réécrire tous les scripts, parce que je pense qu'ils avaient déjà un petit peu scénarisé les vidéos pour le Tour de France. Bon, bah là, maintenant, faut tout... C'est du travail quand même, hein. C'est du travail quand même d'être youtubeur. Non, mais s'ils vont sur le Giro, je pense qu'ils vont faire vivre le truc de l'intérieur. Et à mon avis, ça peut laisser quelques regrets. Alors, si évidemment Christian Prudhomme a YouTube, hein, je sais pas s'il a YouTube, mais s'il connaît ça, mais ça peut, je pense, laisser quelques regrets et donner satisfaction aux organisateurs du Giro, qui forcément, évidemment, le Tour de France, le Giro, c'est des énormes institutions mondiales, mais c'est toujours bien d'avoir un canal supplémentaire qui va chercher un nouveau public, qui met de la viralité, ça permet de faire venir de nouveaux téléspectateurs sur tout ça, et je vois pas un organisateur d'aucune compétition dans le monde qui peut se priver de tout ça. Mais enfin bref, Christian Prudhomme, lui, a décidé de s'en priver, donc... ASO avait bien fait retirer les vidéos de Basket Emma. Oui. C'est quoi, du Tour 2023 ou 2022, je sais pas. Oui, et puis il y a des bruits de couloir quand même.
qui sous-entendent très clairement que ASO, enfin, au moins Christian Prudhomme n'est pas en odeur de sainteté avec les Unibet et il les a un peu dans le viseur. Mais bon, enfin, maintenant qu'en fait il a eu ce discours de privilégier le classement UCI, il s'est mis, s'il ne veut vraiment pas inviter l'année prochaine les Unibet, il s'est tiré une balle dans le pied parce que l'argument sera totalement caduc. Ouais. Oui, puis ça dépend des années. Je veux dire, à certains moments, ça n'a pas dérangé d'inviter. Oui, non, mais là, la justification est foutreuse parce que si tu regardes par le passé, bon, c'est pas ce que t'as toujours fait, mon cher Christian. Bah moi, ça me fait penser, tu sais, au mec que t'as pas envie de laisser rentrer en soirée. Parce que tu te dis que voilà, le mec c'est un naze et tu vas pas le laisser rentrer dans ta soirée. Puis 3 ans après, bah le gars il a percé, c'est devenu un peu une rosta, il pèse un peu si tu veux. Et là bah tu vois, il revient dans ta soirée et puis t'as pas, tu vois, ça t'emmerde en fait, tu vois. Donc tu le laisses à la porte. Pour moi ouais, il y a clairement, je pense effectivement que Christian Prudhomme a encore en tête. Alors après je suis pas dans sa tête, hein, mais je pense qu'il a encore l'histoire en tête et qu'il a pas du tout envie de se taper Titima sur le. De toute façon, dans tous les cas, tu sens quand même qu'il y a des ressentiments à partir du moment où son premier commentaire sur l'équipe, c'est elle n'est française que de papier. Ouais. En gros, grosso modo. C'est quand même vachement péjoratif d'aller sur ce terrain en sachant que bon, la nationalité française, ils l'ont pas choisi pour participer au Tour de France. Hein. C'est très clairement pour survivre législativement aux nouvelles lois néerlandaises. Donc, je trouve ça un peu dur quand même. Ouais, et puis alors moi je fais un pari, alors écoutez bien amis du coup tordu, l'an prochain quand les TDT, quand les Rockets vont arriver sur le Tour de France, premier mec qui va les encenser et qui va dire que c'est génial et qui réinvente la manière de consommer le vélo et qui va être dithyrambique avec eux, je vous le dis, le premier mec, ça va être Christian Prudhomme. Comme un politique. Voilà, c'est la France. Par contre, ce qui est bien, c'est un club. On fait tout pour que t'arrives pas tout en haut. Et dès que t'arrives tout en haut, on dit bah pourquoi t'étais pas là ? Prends ton siège. On t'attendait. Je vous le mets dans le mille. L'an prochain, il va complètement changer de discours. Un politique. Mais par contre, ce qui est bien, tu vois, c'est que ça laisse 1 an de plus à Baptistema pour travailler son français. Ça fait 1 an qu'il travaille et que chaque jour il prend des cours de français. Donc l'année prochaine, t'inquiète pas que je pense que l'annonce qu'il fera pour la participation en français dans sa vidéo, il la dira pas en anglais. Hein. Ouais, puis je pense qu'il l'a déjà en tête. Hein. Non, puis au final, c'est une histoire évidemment qui va les renforcer. On attaque sur Valence, les gars ? Allez, Enzo, je te laisse la main sur le parcours. Alors, le parcours de cette année, un peu plus simple que les années précédentes. Déjà, on va pas avoir de vraie étape de montagne, on va pas avoir d'arrivée au sommet. Donc, ça veut pas dire qu'il y aura pas d'ascension, hein, mais globalement, on n'est pas sur le tracé le plus difficile de l'histoire et surtout pas un tracé vraiment orienté grimpeur. On voit le retour du contre-la-montre individuel. L'année dernière, on a eu un contre-la-montre par équipe, donc c'était un peu une nouveauté dans l'épreuve. Et donc contre-la-montre individuel retour pour la première fois depuis 2021. Si je dis pas de bêtises, 2020 ou 2021. 17 km contre la montre vallonnée et plutôt technique dans son premier tiers. Et en fait, il y a de grandes chances que ce soit là-dedans que tout dans le contre-la-montre. Les meilleurs rouleurs vont avoir un vrai avantage parce que derrière, ça va être assez difficile de faire des écarts à la pédale. Alors, il y aura des coups tactiques qui pourront être tentés surtout sur la 4e étape, qui est l'étape Rennes. Donc, t'as le col de Rat au départ, suivi de l'Alto del Miserat. Alors l'Alto del Miserat, il faut se souvenir, c'était en 2024. Et McNulty qui s'était imposé au sommet. T'as les 2 derniers kilomètres qui sont à près de 14%, les mecs qui étaient à l'arrêt. Ça reste un beau bordel. Sauf que là, du coup, l'Alto del Miserat, il arrive après 50 km de course et du coup, il restera 120 bornes derrière. Alors 120 bornes, il y aura encore quelques petites ascensions, quelques petites côtes, mais soit tu décides de tout faire péter là-dedans et derrière, tu as une course qui peut être vraiment débridée, soit il va pas se passer grand-chose. Voilà. Donc, mais cette 4e étape, il y a potentiellement des coups à tenter. Et la dernière, c'est, on va dire, la classique courte étape vers Valence, avec 2 ascensions en première partie du parcours et 40 bornes derrière, globalement en descente et à plat jusqu'à Valence. C'est l'étape qu'avait remporté Will Barta. Il s'était échappé dans la dernière col depuis l'échappée et il avait jamais été revu. Et je crois que c'est Milan qui fait deuxième de la course en remportant le sprint du peloton derrière. Donc il y a des trucs à tenter, mais globalement l'épreuve est pas si difficile. Hein. On n'est pas sur la 4e est sympa.
mais c'est dommage que l'Alto del Miserat soit si loin de l'arrivée. Je l'aurais pas forcément mis j'aurais pas mis la ligne d'arrivée au sommet, mais pourquoi pas 20 bornes derrière, 15-20 bornes derrière au lieu de 120. C'est un peu dommage. Mais bon, on verra. Thibaut, c'est vrai qu'il y a un petit peu débat. Alors, je mets le contre-la-montre de côté, mais moi, je vais un petit peu dans le sens d'Enzo. J'ai l'impression que la véritable étape reine de ce Tour de Valence, contrairement à ce qu'on pourrait penser sur les graphiques, et celle où on peut avoir éventuellement quelques écarts, c'est plus la 4e que la 3e. Ça dépend. Honnêtement, je t'ai pas... C'est pas radical. Non. Quand même. Je pense que c'est quand même la 4e. Oui, la 4e, oui. C'est ce que je viens de dire. Oui, ok. Je pensais que tu voulais parler plutôt dans le discours un peu de... Ouais, non, c'est cette 3e. Ouais, non, c'est la 4e. Ouais, parce qu'il y a un côté, il y a effectivement, alors tout dépendra à quelle vitesse sera monté cet Alto Misra, mais c'est vrai que derrière, on a aussi un parcours assez casse-pattes, ça fait un peu dans l'esprit, c'est un peu Tour du Pays Basque, un petit côté Liège-Bastogne-Liège également, avec notamment une ascension de 2,3 km à 9,3% de moyenne, dont le sommet est situé à quoi ? Allez, on est à 13-14 km de l'arrivée, derrière, c'est pas non plus vraiment plat, il y a un petit répétition par la suite, donc il y a moyen vraiment pour moi qu'il y ait un gros bordel sur cette 4e étape. Je pense beaucoup plus que sur la 3e. Je pense qu'on va en venir en parlant de la startlist. Allons-y Thibaut. Moi en fait je vais aller direct dans le vif du sujet. Est-ce que sur cette 4e étape, c'est pas l'étape où les Émiratis vont se tirer dans les pieds ? Oui, c'est une étape où effectivement, alors on va rappeler qu'on a du côté des Émiratis Almeida, Großschartner, Moos, McNulty, Pericas, Marc Soler et Florian Verschmerch. Donc on vient avec 2 leaders, Almeida et McNulty, très clairement. Alors Almeida a dit qu'il visait le Tour d'Algarve, mais bon, il s'interdit pas non plus de faire quelque chose sur ce Tour de la Communauté de Valence. C'est vrai que c'est aussi bien taillé pour McNulty. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Enzo ? Moi, j'ai l'impression que c'est, je sais pas. Almeida, j'ai pas l'impression que ça soit le mec non plus le plus casse-couille de la terre, quoi. Non, de toute façon, on le voit, le mec, il se laisse quand même pas mal marcher dessus par son équipe. Oui. J'ai pas l'impression qu'il a un leadership naturel, en fait. Non. Il y a pas de, même si tu regardes son programme cette année, je crois qu'il n'y a aucune course en commun avec Pogačar. Et donc ça, c'est quand même un signe que UAE le place en tant que leader à part entière. Enfin, il y a pas de doute. Tu vois, il sera pas sur le Tour de France. Il va vraiment avoir son programme à lui. Est-ce que au sein de l'équipe cet hiver quelque chose a changé et que Almeida sera vu autrement ? Écoute, là, ce Tour de la Communauté de Valence, ce sera j'ai envie de dire un crash test. Soit vraiment il prépare l'Algarve et du coup McNulty sera prioritaire ici et vrai leader pour ce Tour de la Communauté de Valence qu'il a déjà remporté il y a 2 ans. Soit il y a co-leadership et on verra ce qui se passe sur le contre-la-montre. Après derrière, dans la 4e étape, ça attaque de tous les côtés. Honnêtement, je sais pas. McNulty, c'est le gars qui a préféré assurer son top 10 sur le Giro plutôt que d'aider Del Toro à gagner à garder la première place. Donc on n'est pas non plus sur le plus grand coéquipier de l'univers. Solaire, c'est quand il a envie. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur copain d'Almeida. Il préfère. Puis quand il est en Espagne, en général, c'est un électron libre un peu casse-couille. Ouais. Non, puis il préférait rouler pour Ayuso qui était 175e au général. Donc voilà. On verra, mais Almeida non. Puis il a pas ce leadership naturel qui ressort. Donc si tu tapes pas du poing sur la table, tu te fais pas respecter. Mais la question que tout le monde se pose, Thibaut, même avec une équipe Émirati qui arriverait avec un gros sens collectif. Voilà, on sait qu'à la base, ça va pas forcément, c'est pas obligatoirement l'ADN de l'équipe, même pas du tout. Mais admettons qu'il mette en place un plan collectif. Est-ce que Remco paraît prenable sur ce Tour de Valence, sachant qu'il devrait faire un écart monstrueux après le contre-la-montre? Uniquement tactiquement, et encore, quand tu vois cette étape, elle est quand même profilée Remco. Donc compliqué après mettre Remco autant favori en sachant que tu as quand même plusieurs équipes qui ont moyen d'essayer de le piéger, que lui malgré tout il a la présence de Pellizzari dans son équipe, Pellizzari qui a bossé énormément le chrono pendant l'hiver, donc il sera placé, ça reste un pion tactique aussi pour l'équipe.
honnêtement, Remco, ce serait pas l'assurance tout risque sur cette communauté de Valence. Enzo, t'en penses quoi, toi? Ouais, non, et puis, alors, il a très bien débuté sa saison. Sauf que quand tu regardes un petit peu dans les faits, il a quand même dû s'employer un petit peu pour lâcher les mecs en montée. Alors, une fois qu'après, il a fait l'écart sur le plat, c'est fini, hein, tu le revois pas. Mais dans les ascensions, je suis vraiment pas certain que ce soit là qu'il ait un avantage sur les autres. Il a pas réussi à lâcher un mec comme Péricas. 2 jours après, le lendemain, il n'arrive pas à lâcher Rondel. Et encore, l'écart qu'il fait sur l'accélération, c'est dans le cul de la moto. Donc, c'est pas... Et là, la start list est quand même bien plus relevée que les 2 courses auxquelles il a pris part. Donc, s'il y a un minimum d'entente chez ses adversaires, ça va pas être une partie de plaisir. Maintenant, le parcours du chrono, il devrait leur mettre une mine, honnêtement. Sur 17 bornes, je pense qu'il va leur mettre une belle pile. Et derrière, il a la forme suffisante et surtout une bonne équipe autour de lui pour assurer le coup. Maintenant, si ses coéquipiers sont pas à la hauteur, attention. On a déjà vu ce tour se renverser assez facilement. Hein. Moi, j'ai en tête Ciccone qui le perd en 2023 sur le fait qu'il n'avait pas d'équipe et il n'a pas pu contrer tout le monde dans le final sur l'étape de Valence. Et Rui Costa part tout seul, part avec Arensman et au final il renverse le général. Donc attention quand même. Ouais, et puis la question avec Remco, c'est honnêtement, s'il a un minimum piégé, est-ce qu'il se bat vraiment? Et est-ce que ça l'intéresse vraiment? Il a déjà bien réussi son début de saison et son rendez-vous, est-ce que c'est Valence ou est-ce que c'est une semaine après, c'est ça, le UAE Tour, ou 2 semaines après? 10 jours après, ouais. Ouais, donc son rendez-vous, ce sera plus là. Donc honnêtement, même s'il le gagne pas, qu'est-ce que ça lui fait? Il y a rien de... Mais en soi, je veux dire, non, honnêtement, non. Ah, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec vous, les gars. Déjà, il doit. Bon, alors, ok, il a bien démarré. Il doit installer son leadership dans l'équipe. Donc, pour moi, il a pas le droit de se trouver. Ensuite, il est déjà. Alors, l'UAE Tour, on va en reparler, hein, mais ça sera un des beaux pics de ce début d'année. Mais il est déjà projeté sur le Tour de France. Et les 3, là, avec Vingegaard et Tadej, alors Tadej, je pense qu'il est au-dessus, il s'en tape un peu, il a rien à leur prouver, mais les 2 autres, c'est aussi un petit peu l'idée à la fin, le plus fort, c'est pas celui qui tire le plus vite, c'est celui qui fait croire à l'autre qu'il a le plus gros fusil. Si tu prends une tôle sur le Tour de la communauté de Valence, Vingegaard et Pogacar, ils se disent ah ok, tu vois, parce que tu mets un des 2 sur le Tour de la communauté de Valence, au moins Tadej, le truc il te le mange quoi. Donc à minima tu rassures ton adversaire et tu fais pas peur. Donc Remco, c'est un caractère, c'est un champion et pour moi, alors ouais, le chrono il doit leur mettre une pilule, mais pour moi je suis désolé les gars, hein, mais la 4e étape, mais c'est tout ce qu'il aime quoi. On est typique encore une fois des ascensions de 10 minutes comme on peut voir sur Liège-Bastogne-Liège. Ça ressemble aussi un peu au Tour du Pays Basque et on sait les résultats qu'il avait eu sur la Classica San Sébastien. Enfin, cette étape-là, sauf s'ils lui mettent la misère dans l'Alto Misera et peut-être que les UAE vont tenter un move de loin pour essayer de le mettre à mal d'entrée, mais si jamais ils l'ont pas sorti d'entrée, mais les 80 derniers kilomètres, mais enfin voilà, je pense même qu'il peut nous faire un one man show à 30-40 km de l'arrivée et vraiment allumer tout le monde. Pour moi, ce parcours, je sais pas, hein, pour moi il y a marqué des attentions de 10-15 minutes. Voilà, pour moi il est pas venu là par hasard. Après peut-être que je surfais le truc, hein, mais plus il doit surcompenser un petit peu après les classiques espagnols qu'on a vus. Donc pour moi il va les fumer. Non, si. Alors, non, mais alors par contre, pour moi c'est clair et net. Il n'y a pas de doute que ce soit le grand favori. Non, c'est même pas la question. Maintenant, c'est pas par rapport à ce que j'ai vu au début de saison que je me dis ah ouais mais c'est sûr qu'il va tout écraser. C'est pas en battant Rondel et Péricas que ça t'assure de battre. Non, c'est pas du tout. Non, mais c'est pas du tout. Non, je sais. Pour Daniel Garçon, il a énormément de talent, c'est pas la question. Maintenant, quand t'as en face de toi la doublette Almeida-McNulty, je suis désolé, oui, c'est techniquement un ton au-dessus. Voilà, on n'est pas sur les mêmes. Pellizzari, c'est pareil. S'il est en forme, Pellizzari, ça va être un soutien monstrueux pour Evenepoel dans les ascensions. Donc on n'est pas du tout sur la même start-list globale, et même les équipes en elles-mêmes sont beaucoup plus denses que ce qu'elles n'étaient sur les classiques de la semaine dernière.
Donc là, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Maintenant, ça reste une immense favori. Le voir perdre, ce serait pour moi une surprise, mais ce serait pas la catastrophe, tu vois. Enfin, genre, je tirerais pas de conclusion. Les conclusions, je les tirerais sur le tour des UAE, qui, selon moi, est un vrai objectif pour lui, surtout quand tu vois qu'en face, il y aura Vingegaard et Del Toro. Si tu prends une tôle ici, on discute. Tu prends une tôle à Valence, honnêtement, si, je tweeterais parce que bon, ça me fait rire, tu vois. Ouais. Parce que Enzo, je le dis pour tout le monde, ceux qui sont pas sur Twitter, Enzo aime bien s'amuser avec le public belge, voilà. C'est pas pour ça qu'il vous aime pas, il aime bien s'amuser. Avec tout le monde, c'est oui. Moi, c'est pas le problème. Mais du coup, mais en vrai, dans le fond, la course est finie, le lendemain, perso, je m'en fous et je pense que lui, il s'en remettra aussi. Par contre, prendre une tôle 10 jours plus tard sur le Tour des UAE, à mon avis, ça laisserait un petit peu une plus grosse marque. Pour arbitrer un petit peu ce duel Remco contre les UAE, Enzo, je vais rester vers toi. Il y en a un qui a l'air pas mal en ce début d'année, c'est le tueur de chat, là, Tiberi. Ouais, mais c'est pareil. Lui, on l'a vu sur une course. Alors c'est super, hein, il avait l'air en forme et tout, mais tu lâches pas Pescador et Scaroni, quoi. Bien. Hein. Ouais. Mais enfin, alors après, ce qui était bien, c'est que du coup, c'était pas forcément un parcours typé Tiberi. On n'était pas sur de longues ascensions. C'était une course d'un jour, alors qu'en général, les courses d'un jour, c'est vraiment pas son truc. Donc, il y a un petit signe qui dit que, ok, il a bossé certains trucs. Maintenant, ça garantit rien. Le chrono, ça va lui plaire, donc il devrait être parmi les meilleurs. Mais je le vois pas renverser la course sur la 4e étape. La 4e étape, c'est pas du tout une course typée Tiberi. Moi, si je devais sortir un nom et une équipe, c'est Movistar. Pour moi, la Movistar, on est vraiment sur un duel à 3 Red Bull UAE Movistar. Tu regardes, t'as du Castrillo, Brooks, mais surtout Roméo. Si je devais citer un troisième homme, moi, ce serait vraiment Roméo. Le chrono, il perdra pas de temps, il va même en gagner sur beaucoup. Et derrière, on est sur un parcours qui est vraiment parfait pour lui. Le mec est un super rouleur, il aime bien ce type d'ascension. Il va peut-être manquer de points de vitesse si ça arrive en petit comité. Mais Roméo, moi, je le vois bien podium. Hein. Ouais, c'est surtout un mec, en fait, qui a quand même cette vista pour choisir le moment pour partir en solo et qui est pas encore très bien marqué, en fait. Non. Et Movistar, honnêtement, depuis l'année dernière, je trouve que ça a changé de mentalité. Tu les vois beaucoup plus tenter, mais de manière intelligente. Il y a quand même quelques coups qu'ils ont réussi. Hein. Roméo, qui en avait réussi un. Il y en avait un autre. Après, si tu prends l'équipe, c'est sûr que Castrillo, Garcia Pernia, ils vont pas être là pour porter des bidons, quoi. C'est à minima pour tenter des coups de loin, essayer de déstabiliser un peu les adversaires. Donc en soi, effectivement, je suis d'accord, cette équipe, elle est intéressante. Donc moi, c'est plus Movistar là, que je vais regarder en tant que fouteuse de bordel, plutôt que Bahreïn et Tiberi. Tiberi, il va voir Caruso, mais derrière, ça va rien faire. Il va prendre du temps sur pas mal de mecs sur le chrono, et derrière, je pense qu'il va juste essayer d'assurer la place, quoi. Mais c'est pas... Si, on va dire un top 5-6, ce serait logique par rapport à ce qu'il ferait en chrono. Au-delà, ça lui demanderait de s'impliquer, et je sais pas s'il va le faire. Ouais, non, je suis d'accord avec Enzo. Maintenant, moi, en termes de podium, je me pose vraiment la question de Mats Pedersen, parce que c'est un mec c'est un mec qui est cause attaquée, c'est un mec, c'est quand même un tracé qui est favorable à ce qu'il aille chercher pas mal de bonifications, et sur le chrono, c'est un bon chrono pour lui. Hein. Ouais, après, encore une fois, allez, si ça se regarde un peu dans la 3e étape, pourquoi pas. Pour moi, la 4e, c'est un truc pour Ardennais, et Pedersen, c'est pas un Ardennais, quoi. Enfin, pour moi, en logique, sur la 4e, il passe par la fenêtre. Oublie pas le show qu'il te fait sur l'étape de Nice. Hein. Oui. L'étape de Nice est beaucoup plus dure sur Paris-Nice. Donc pour moi, cette étape, elle lui fait absolument pas peur. Tu vois, pour moi, la 3e étape, tu vois, un col, l'étape de Nice, c'était un col un peu, un col pour grimpeur rouleur, un col un peu longiligne. La 4e étape, il y a quand même un moment où tu te tapes des putains de gros pourcentages, et ça, j'ai, tu vois, sur du 6-8%, un peu long. Pedersen, ça peut tenir. Par contre, vraiment, dès que tu commences à taper dans la tête dans des gros trucs, faudrait vraiment, après, pourquoi pas, hein, mais faudrait vraiment que ça se regarde. Et voilà. Et puis, quel est le plan ? Est-ce que la Lidl va pas jouer pour Tao Geoghegan Hart ? Qu'il a il a eu des problèmes de santé.
Ouais, mais je pense que même eux, ils ont compris. À un moment, c'est bon. T'as récupéré le fantôme du pauvre gars qui s'est flingué la jambe. Hein, c'est terrible pour lui, mais tu veux qu'il fasse quoi? Après, C'est un chrono, et Ouais. le chrono, il va perdre du temps parce que il tourne plus. Les étapes où ça va grimper, il grimpe plus. Si, il est toujours capable d'un petit coup d'éclat par-ci par-là. Il va rentrer son top 6-7 sur une étape. Mais au-delà de ça, c'est compliqué. Pedersen, j'entends les arguments. Perso, je suis pas très convaincu. Je pense qu'on est quand même sur un parcours un peu plus sélectif que ça, tu vois. Ok, on n'est pas sur du parcours pour grimpeurs, mais on est sur du parcours un peu plus sélectif. Si je devais citer un autre nom, moi, c'est du côté d'Ineos, j'aime bien Magnus Sheffield. Où là, Ouais. je pense par contre, c'est Ouais. un vrai parcours pour lui. Ils ont une belle équipe. Avec le chrono. C'est une belle équipe. Et je pense que Sheffield, s'il se met en tête de jouer le général, je pense que ça rentre dans le top 10, voire le top 5. Ah bah je crois qu'il est là pour ça. Hein. Il me Bah, semble. alors, ça fait top 5. Ouais, non, parce que ouais. T'en penses quoi toi, Thibaut? J'en pense que, honnêtement, il peut faire top 10. À cette affirmation-là, tu te mouilles pas beaucoup. Hein. Oui. Non, mais je disais, est-ce qu'il joue le général? C'est le minimum top 10. Il joue le Il va général. jouer le général. Il va le jouer le général. Bah alors, c'est top 5. Bon. Je vais rappeler que jouer avec excès comporte des risques, hein, qu'on incite absolument personne à faire des paris sportifs. Dans le lien de l'épisode, je vous ai mis le numéro de téléphone de Joueur Info Service. Le conseil de Coup Tordu, c'est de faire du management bankroll, de jouer en value si vous jouez et uniquement en value, ou alors de ne pas jouer, faire du fantasy, vous amuser tranquillement. Il y a plein de jeux fantasy gratuits qui existent. On va passer au prono. Thibaut, je t'écoute, ton prono ou ton podium pour ce Tour de la Communauté de Valence. Et pour ce tour de la Communauté de Valence, je vais partir sur une victoire de Brandon McNulty. D'accord. Ok, donc pour ceux qui jouent, hein, la cote de Brandon McNulty, la cote elle est à 7 sur le Bookref. Toi Enzo, pourquoi, quel est ton pronostic et pourquoi Giulio Pellizzari? Non. Non, mais moi, je vais être très original. Et pour Evenepoel. D'accord. Il va faire le travail dans le chrono et derrière, il va assurer. T'estimes qu'il a combien de pourcentage de chances de le gagner ce Tour de la Communauté de Valence, Remco? Tu sais que je suis nul en plus à ces trucs-là. Ouais, mais tu dis quoi? On fait 100 fois la course, il la gagne combien de fois? Si on fait 100 fois la course, combien de fois il la gagne? Racine de Pogacar multiplié par le cosinus de Henrik Mas. Ouais. Non, je dirais honnêtement, je pense minimum une fois sur deux. D'accord, 50%. Ouais, donc ça veut dire, voilà, pour ceux qui jouent, donc ça veut dire que la cote à 1,36 n'est absolument pas value. Moi, la cote à 1,36, je vais pas la prendre. Je le mets à 75-80% de chance de gagner. Donc pour moi, ça peut être value, mais vraiment léger. Ça peut être léger value, donc je vais pas non plus, je prendrai rien sur le classement général de ce Tour de la Communauté de Valence. Je trouve que voilà. Des match-up. Hein. Il y a des match-up. Remco à 36, McNulty à 7, Joao Almeida à 8, Magnus Sheffield 17, Tiberi 21, Romeo à 23, Mats Pedersen à 26. Thibaut, hein, c'est-à-dire les books le mettent 7e favori. Hein, la possibilité de voir Pedersen faire un classement général est aussi prise en compte. Après, on a du Soler, du Vacek, du Vlasov. Thibaut, moi, ce que je trouve, celui qui est un peu surcoté, Pellizzari à 81, vu apparemment l'hiver qu'il a passé, Giulio Pellizzari podium, c'est pas un truc qui me surprendrait. Je considérerais pas que c'est une énorme surprise. Si jamais Remco fait le show devant et que lui il arrive à accrocher la roue des UAE, il va fumer la pipe derrière, donc ça peut éventuellement lui laisser des options tactiques pour faire quelque chose, même si c'est pas un parcours qui est complètement taillé pour lui. Thibaut, les match-up. On va tous les citer. Mollema, Caruso, on s'en bat les couilles. Almeida, Tiberi, c'est avantage plutôt Almeida, mais on va pas y toucher. Kulset, Kenneth Brooks, putain la peste, tout le choléra. Diaz, Aguirre, on s'en fout. Sheffield, Romeo, c'est à l'équilibre. Honnêtement, ça peut partir dans les deux sens. On va pas y toucher. Ah, et là, il y en a un qui me plaît, moi. Soler, Pellizzari, à l'équilibre, honnêtement, on va pas se mentir. Non. Pellizzari,
c'est du 1,33 plutôt. Ah oui. Parce que Soler, il a deux leaders. Putain, j'avais pas vu. Bah, c'est pour ça que je te dis, il y a des match-up en fait. Ah oui. Ah bah oui. Ah bah oui, évidemment, mais tous les jours, parce que moi je pense que Pellizzari, il vient, il vient pas en co-leader, mais presque. Voilà, enfin peut-être dernier, encore une fois, hein, si Remco se barre devant, lui à mon avis, sa mission, ça va être de coller au basque des UAE. Vu la saison qu'il a faite l'année dernière, je pense pas qu'il soit là pour porter les bidons. En plus, apparemment, dans les interviews, visiblement, il a fait un super hiver, quoi. Oui, c'est ce que je te dis. Il a travaillé énormément sa position sur le chrono. Il a fait beaucoup de chrono. Donc déjà, sur le chrono, il risque d'en sortir quand même un plutôt correct. Ça restera une option tactique. Et t'as cette étape numéro 4 qui peut partir un peu dans tous les sens, justement, tactiquement. Et est-ce qu'un Pellizzari peut pas suivre un mouvement d'un Brandon McNulty? Bon, il sera quand même en dessous de McNulty, mais aller chercher un beau résultat grâce à ça. Oui, Enzo, Giulio, on est d'accord. Top 10 minimum. Bah, s'il fait pas top 10, ce sera un peu étrange. Après, ça dépend du chrono. Est-ce que le chrono, il fait à fond? Je pense que oui, parce que c'est un exercice qu'il a bossé, qu'il veut continuer de bosser. Donc si, à la première occasion, d'un chrono individuel, tu te testes pas, je comprends pas l'intérêt. Bah oui. Maintenant, où est-ce qu'il sera placé après ce chrono? En fait, c'est ça qui va tout déterminer. Parce que je l'imagine pas, lui, prendre des coups. Tu vois, on va quand même lui demander de rester aux côtés de Remco pour s'assurer, au moins sur la 4e et la 5e étape, que son leader soit pas isolé. Ça veut pas dire qu'il devra se sacrifier, comme on a sacrifié l'équipe pour Remco il y a dans le challenge de Murcie, là où ils envoient tout le monde faire un train de furieux au pied de la côte pour le catapulter. Je pense pas que ça sera comme ça. Ce serait complètement con parce que c'est pas l'objectif de l'isoler. Tout dépendra du chrono, honnêtement. S'il parvient à vraiment limiter les dégâts, oui. Si au final ça n'a pas été assez bossé, je suis pas certain qu'on le voit reprendre du temps derrière. Non, puis Pellizzari, c'est top 5. Enfin, il fait combien la Vuelta? 6e 5e, 6e, je sais plus. Si. Ouais, c'est 2 top 6 en grand tour l'année dernière, à 21 ans. Là, cet hiver, ils l'ont envoyé dans le tunnel aux États-Unis. Même s'il y a de l'argent chez Red Bull, je pense pas qu'on mette au pot pour développer un mec auquel on ne croit pas. Donc ça coûte un billet quand même, tout ça. Donc, oui, ça serait con d'aller dans le tunnel aux États-Unis au mois de novembre pour pas se tester en chrono en compétition. Oui, et puis au vu du parcours, honnêtement, Marc Soler, c'est pas non plus. Bon, voilà. Mais lui, il peut débrancher le cerveau et perdre 30 minutes d'un coup. Hein. Oui, il va être en mode patinette. Ouais. Ah oui, non, même le chrono, il est capable de pas le faire à fond. Hein. Lui, si voilà, il y a déjà 2 leaders à défendre, il peut tenter un coup de moins et se faire sauter le caisson. Honnêtement, non, ouais, mais en vrai, honnêtement, Soler, il y a qu'un seul scénario où il pourrait littéralement être un danger et aller chercher un très beau résultat, voire même gagner ce classement général. C'est la 4e étape, tu la fous sous un temps de chiottes. Ouais, il part tôt et il nous fait une masterclass à la marque. Oui, ça, il est capable. C'est vrai, il est capable, mais faut que le temps soit dégueulasse. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Ouais, non, ça va être pris. Pour moi, c'est un bon. Pour moi, c'est un bon 75. Ils sont cotés à 50-50. Pour moi, c'est plutôt un 75-25 en faveur de Giulio Pellizzari. Donc ça, voilà. Non, clair et net. C'est clair et net. Pas de souci. Il y avait un autre match-up que tu avais vu, Thibaut. C'est déjà pas mal celui-là. Non. C'est un match-up qui avait été relevé un peu en privé par Corentin, mais je suis totalement en phase avec lui. Je comprends même pas que ce match-up soit à l'équilibre, alors que on parle du no-brain Marc Soler, qui en plus a Almeida et Brandon McNulty. Donc, il va finir au pâquerette. Et il va être 46e du général, ce sera limite pas une surprise. Ah oui, on est d'accord. On se fait, Enzo, je sais que tu vas devoir nous quitter, on se fait rapidement une petite prévue de la première étape. Ouais, si tu veux. Bon, honnêtement, il n'y a pas énormément de choses à dire. Hein. Ouais. Ça va être légèrement vallonné sur la grande majorité de l'étape. T'as une seule ascension répertoriée. Il y en a une. Il y en a une. Oui, il y en a une, honnêtement. Hormis le fait que la route soit étroite et que ce soit dégueulasse, il y a rien à signaler.
vent de dos toute la journée, mais vent qui baisse en intensité, des grands bouts de ligne droite, et en plus dans ces grands bouts de ligne droite, il y a littéralement aucun obstacle dangereux, donc hormis la tension du peloton, il n'y aura rien. Puis après, c'est un sprint de 3 km 300 avec un seul rond-point passé à 1 km 700 de l'arrivée. Mais c'est un sprint royal face à un field où il n'y a littéralement aucun sprinter de classe absolue, on va dire, en termes de sprinter pur. Mais moi j'ai l'impression en regardant les graphiques que on est un peu en faux plat descendant. C'était pas interdit, on est un peu en faux plat descendant. C'est pas dangereux ça quand même. Non, c'est léger. D'accord. Honnêtement, si tu veux le dernier kilomètre, je te le mets sur Vélo Viewer. Là, tu vois, genre le dernier. Allez, on va mettre après le rond-point. Je te sélectionne ça. Tu vois, c'est du moins 0,4%. Ouais. Non, c'est vraiment très très léger. Pour toi, Thibaut, quelle est l'équipe qui débarque avec, on rappelle, les deux gros sprinters, c'est Binyam Girmay et Mats Pedersen. Pour toi, l'équipe qui débarque avec le meilleur train? Oublie pas un autre sprinter qui a gagné quand même le trophée au Palmar. Anne-Marit. Oui, évidemment. Maintenant, est-ce qu'on va lui mettre une équipe? Alors après, il va falloir placer Remco. Après, Remco, on l'a déjà vu placer son sprinter. Anne-Marit, il est tout seul. Voilà. C'était le lanceur, hein. Genre il est remonté tout seul, il s'est débrouillé tout seul, il a sprinté tout seul, il a gagné tout seul. Ouais, on va dire la vérité. Le gamin là qui a gagné, là, Enzo, là, tu vas en dire deux mots là. Il est pas sur ce tour de la communauté de Valence, mais celui-ci, il faut le cocher. Ah, Magagnotti. Il n'a pas gagné, il a fait 3. Ouais, il a fait 3, mais bon, voilà. Mais c'était le sprinter désigné. Oui. C'est ça. Et la chute à 2 bandes de l'arrivée, en fait, a un peu déstabilisé toute l'équipe. Et il était loin, il était très très loin, Magagnotti, dans la grande courbe. Et il arrive à remonter, il fait un gros sprint pour se replacer. Et au final, il fait 3e. Mais non, mais moi, honnêtement, je suis pas surpris. Hein. Le mec, en Italie, chez les U15, il a tout cassé. Chez les U17, il a tout cassé. Chez les juniors, il arrêtait pas de gagner. Là, chez les U23, puis il y a aucun doute. Il y a des retours qui remontent aussi un petit peu des entraînements. Apparemment, Jordi Meus a un peu de mal. Ouais, mais il a battu, que Magagnotti avait battu plusieurs fois et avec une assez bonne longueur, Jordi Meus et Danny Van Poppel à l'entraînement. Et pour l'instant, il est dans la Conti de Red Bull. Voilà, il n'est pas encore mais il sera cette année, probablement l'année prochaine. Il vient tout juste d'avoir 19 ans, là, il y a 2-3 jours. Il y a 3-4 jours. Donc, il a le temps. Mais c'est un gros talent. C'est vraiment le futur du sprint en Italie. Redis son nom, que tout le monde retienne. Alessio Magagnotti. On retient. Donc Thibaut, je reviens sur les trains. Bon bah pour toi le meilleur train, Thibaut. Ça souffre d'aucune contestation en fait. Ouais. C'est Lidl. Bah écoute, moi je trouve que le train d'Enessen il est pas dégueulasse. Hein. C'est pas dégueulasse. Hein. Oui, celui de la Lidl il est bien, mais à voir comment ils vont s'articuler autour de Bigny. T'as dit quoi, Enzo? J'ai dit Aski, Chian, Van Asbrook, c'est pas mal. Bah ouais. Boivin, ça bon. peut aider. Après, ça se connaît pas. Le vrai problème, c'est que ça se connaît pas. Il y a ça aussi. Chez Lidl, c'est rodé. C'est vrai. Ils vont être en place. La longue ligne droite comme ça, avec le vent, 3/4 passe côté. Ils vont monter pile au bon moment. Honnêtement, c'est un final où ça va être dur de les déborder les treks. Ah oui, largement. Et puis, en termes de sprinter, faut pas se mentir, Mats Pedersen il est au-dessus des autres, donc Après Pedersen il aime bien les sprints fatigués. Est-ce que on va dire un mec un peu pur sprinter, je sais pas, je pense on n'a pas des purs sprinters, donc ça règle la question. Giovanni Leonardi, ça peut pas. Ah merde, non, arrête. Je sais pas, Enzo, je te demande. Il va faire 5e, ce sera très bien. Lui, de temps en temps, il est un peu capable comme ça de trucs un peu improbables. Oui, un podium. Mais Leonardi, c'est pas un vainqueur. Tu peux lui mettre qui tu veux en face, il fera 2. Voilà, c'est comme ça. Il fera 2. Et c'est pas grave. On est habitué, il rapporte des points UCI, on est content, il est toujours dans les top 10. Genre, je sais plus combien de top 10 l'année dernière, mais ça doit être au moins une quinzaine de top 10, je pense, sur les sprints. Mais non, il y a toujours ce truc où en fait, il est très résistant.
il n'est pas assez explosif. Tu vois, il a pas ce truc qui fait que c'est un vainqueur. C'est pas un sprinter vainqueur, c'est un sprinter placé. Et c'est très bien, hein, il en faut aussi. Mais non. Après, ce qui pourrait s'apparenter le plus à un sprinter, Govekar, peut-être. Et encore. Non, mais encore, la question, c'est le train, quoi. Il y a rien. Il y a rien pour l'accompagner. Niki Astard et Bruto Messo, mais c'est pareil, c'est pas. Oui, c'est pas. Bruto Messo, c'est un peu jeune, mais Arne, c'est cool. Ouais, bon, enfin, quand tu vois que Mats Pedersen, il va avoir Mathias Vacek, qui est quand même surpuissant en poisson pilote, qui va avoir en P2 Martin Pedersen, et que en ouvreur, il va avoir Mathias Norgard. Ça fait de la puissance. Honnêtement, moi, il y a pas photo. Ce train, il est supérieur à la NSN. Tu mets à peu près ce même train du côté de la NSN, et tu me rajoutes un Ethan Vernon. Là, je te dis oui, on peut causer. Mais là, non. Honnêtement, surtout avec un Bini. Quelle version de Bini on a? La version de l'année dernière ou la version d'il y a 2 ans? Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Non, mais oui, non, mais ça se tient. Puis on peut rajouter également Julien Bernard. Hein, c'est pas forcément sa spécialité de base, mais s'il faut mettre la main à la pâte pour faire P3, P4, pour mettre la main à la pâte dans le sprint, il sait faire. Donc effectivement, non. Ouais, mais le seul problème, c'est que Julien Bernard, il va être à la tâche toute l'étape. Oui. Après, ils peuvent aussi trouver une autre équipe qui va venir un peu rouler pour pour des points UCI, pour des trucs. Hein. Aujourd'hui, tout le monde, voilà. De toute façon, dans tous les cas, ça paraît assez évident qu'il va y avoir 2 équipes à rouler demain. Ce sera les Lidl Trek et les NSN. C'est clair. Enzo, ton prono pour cette première étape, et puis après, je vais te laisser car tu as un rendez-vous. On va te laisser. Ouais, encore une fois, vu que j'aime beaucoup faire le mec spécial, ça va être Pedersen. D'accord. Ok. Là, honnêtement, je vais pas prendre trop de risques. Non, mais quand tu regardes le final, la longue ligne droite avec un vent quand même plutôt défavorable, même si faible, tu as besoin d'une équipe qui se connaît par cœur. La Lidl Trek, ça se connaît par cœur. Tu as besoin d'un lanceur qui va être capable d'emmener assez longtemps et de manière très puissante. Vacek, c'est exactement ce qu'il faut. Et Vacek, Pedersen, la paire, ça se connaît comme ça se connaît par cœur. C'est Bonnie and Clyde. Alors, donc honnêtement, si Pedersen perd demain, je serais très surpris. Je serais plus surpris que Pedersen perde demain que si Evenepoel ne remportait pas le général. Voilà, c'est. Ah d'accord, ok. Donc tu voyais Evenepoel aux alentours de 50%, donc ça veut dire que tu vois Pedersen à bien plus de 50% sur l'étape de demain. Donc donc là il y a valu pour ceux qui jouent 2,75 la victoire de Pedersen. Moi ça sera pris la victoire de Pedersen sur cette première étape. Je le mets à peu près à 50% de chance de gagner, donc 2,75. Il y a une bonne petite value qui va bien pour la victoire de Mats Pedersen. Merci beaucoup Enzo pour ce coup tordu. Donc on rappelle, tes previews du Tour de la Communauté de Valence à retrouver sur ton site The Big Gear. J'aime bien, tu m'as même pas demandé mon favori. Non mais si, je laisse Enzo parce qu'il doit y aller, mais après Thibaut, je vais vers toi. T'inquiète. T'inquiète. Et The Big Gear, Enzo. C'est ça, ouais. Bon. Avec l'étape 1 qui sort. Et avec toute l'équipe de The Big Gear au taquet pour cette nouvelle année. À très vite, Enzo. Quand tu veux, une très belle étape numéro 1. On a hâte de lire ça. Quelle surprise on va avoir. Qui peut empêcher le sprint? Ouais. Exactement. Écoute, je vais continuer de chercher ça. Parfait. À très vite, Enzo. Allez, salut les gars, merci. Ciao, Enzo. Salut. Thibaut. Je ne t'avais pas oublié, Thibaut. Ton prono pour cette première du Tour de la Communauté de Valence. Tu vois, dans la prédiction de mon site, j'ai mis une seule phrase, une victoire de Mats Pedersen qui ne souffrira d'aucune contestation. Voilà. C'est vrai je pense qu'on est raccord. C'est vrai qu'en plus, quand il y a vent de face, alors souvent le vent de face c'est plutôt profilé pour les petits sprinteurs, pas forcément les gros gabarits. Honnêtement, on s'en fout de ce vent. On s'en fout. Le vent, il est annoncé à 5 km/h. Il est plus de côté que de face. Et même s'il était légèrement vent de face, honnêtement, on est vraiment bien prononcé sur le côté. Donc, il a un sens du timing aussi où il est capable d'exploser sur 120-150 mètres. Donc, on va partir à la force du train sur la victoire de Mats Pedersen. On bascule sur Bessèges, Thibaut ? Basculons sur Bessèges. Je te laisse la main sur le parcours. Un petit peu
Pas de montagne cette année, un peu décevant. Molasson. Un parcours Molasson, on est sur l'étape traditionnelle de Bellegarde, l'étape assez aussi un peu traditionnelle, on va dire, de Bessèges, mais ouais, on a quand même pas mal d'étapes qui vont se finir au sprint. Bah, ouais, ça sprint ou sprint puncher, presque quasiment toutes, sauf évidemment le contre-la-montre, mais même globalement l'étape de Bessèges, la 3e étape qui semble être l'étape la plus compliquée. Bon, bah l'année dernière, même parcours, c'était circonstances quand même très particulières. Mais on avait vu la victoire d'Arnaud Delis avec un groupe de 40, 50 coureurs. Donc en soi, dans l'absolu, même celle-ci pourrait jouer au sprint. Ouais, carrément. Bon. Alors il y a quand même un truc, tu m'en parlais en privé aujourd'hui, Thibaut, qui pourrait faire la différence sur cette étoile de Bessèges, c'est la météo. Ouais, c'est la météo. On va avoir un temps de chiotte toute la semaine. Peut-être hormis vendredi. Mais sinon, c'est plus tous les jours. Donc sur une étape comme Bessèges, où ça peut partir littéralement dans tous les sens, attention. Attention. Alors Thibaut, je voulais qu'on, avant d'attaquer un petit peu sur le scénario de course et sur les pronostics, on n'a pas terminé les podcasts Mercato. On avait fait un grand podcast Mercato d'ailleurs qui a très très bien marché avec Samuel Le Ratagaz, avec Titouan de Vélo Futé et avec Enzo. Et puis après il y a eu plein de programmes, il y a eu plein de contenus autour des Mercato. Il y en a jamais eu autant que cette année. Donc on va faire le Mercato petit à petit, j'ai envie de dire, en fonction des courses, en fonction des équipes, en fonction de ce qu'on va avoir sous la main. Thibaut, je voulais qu'on focalise un petit peu sur une équipe qui s'appelle Van Driessen-Roubaix, dont on a déjà un petit peu parlé dans le podcast, équipe qui vient d'arriver sur Side Limit, équipe suragressive, moi comme j'adore, et qu'on fasse un petit peu le point sur les effectifs de cette équipe sur le Mercato, parce qu'il y a, on va dire, Thibaut, c'est une équipe qui a le sang dans la bouche. Ouais, c'est une équipe qui a le sang dans la bouche, c'est une équipe avec des baroudeurs patentés, des mecs qui osent aller de l'avant, et puis surtout des sacrés gros gaziers quand il faut. Donc ouais, on va. Alors il y en a un que t'aimes beaucoup, toi, que tu suis depuis un petit moment. Il vient des amateurs. C'est un petit gars de la région, donc forcément. Mais oui, je l'ai déjà vu courir des courses dans mon secteur. Je suis déjà allé sur des cyclocross et je l'ai vu courir. C'est une véritable machine. C'est le vainqueur de la Coupe de France de l'année dernière. Donc, quand tu es vainqueur de la Coupe de France, ça te place un bonhomme. C'est ce qui lui a permis de monter chez les professionnels, malgré le fait qu'il ait 25 ans. Donc, c'est quand même assez... dans cette nouvelle époque du vélo, c'est peut-être même être périmé que de monter professionnel à 25 ans. Mais c'est un mec, déjà dès la première manche de la Coupe de France sur la Marseillaise, qui nous a montré son tempérament offensif qu'on lui connaissait chez les amateurs et qui va répéter chez les professionnels. Il s'appelle Louis Ardouin, on l'a vu dans le final, notamment s'échapper avec André Amissu d'un coup qui aurait pu aller au bout. Voilà, ils ont été repris dans le dernier. Très généreux en plus, Louis Ardouin, et je te le dis, vaut mieux pas arriver en petit comité avec parce qu'il est rapide. Ouais. Ah oui, non, mais oui, regardez son Pro Cycling Stat en amateur l'année dernière, c'est monstrueux. Non, mais de toute façon, tu vas, limite, des fois, t'as l'avantage, c'est que t'as des comptes sur Facebook qui te publient les vidéos d'arrivée et tout. Tu vas voir. Il est rapide, le gamin. Alors 25 ans déjà. D'ailleurs, je pense qu'on va lancer une petite invite à Cyril Saugrin dans le podcast. Cyril Saugrin qui s'occupe de cette équipe Roubaix Van Driessen. Je lui ai envoyé un petit message incessamment sous peu, parce que effectivement, on se retrouve avec des coureurs, on va dire, qui parfois on passait un petit peu l'âge des radars de détection, comme nous avait dit Steph Bennett dans le podcast. Quand tu as 25 ans, tu passes au travers des radars de détection, un petit peu aussi ce que Christian Kagestadt vous avez raconté, donc il bosse avec Alex Carrera, donc l'agent de Tadej Pogacar. Il est collaborateur au sein de l'agence ANG All-Star, et quand je lui dis mais pourquoi des coureurs qui ont 24, 25 ans, pourquoi vous les prenez pas, pourquoi vous les placez pas, il nous dit c'est simple, c'est parce que les équipes n'en veulent pas. Voilà, on nous dit je veux un grimpeur, il a 21
un an. Donc il dit nous, notre travail, c'est de répondre à la demande des équipes. Il dit on essaye de placer, on sait qu'il y a des bons coureurs qui ont cet âge-là, mais les équipes sont vraiment focalisées sur les jeunes. Et moi j'ai un peu, une des questions que j'aimerais poser à Cyril Saugrin. Moi justement, j'ai un peu l'impression qu'il est à contre-courant de tout ça et que moi ce qui me plaît, c'est que ça pue l'équipe de revanchard. Vraiment, les mecs qui ont rien à perdre, les attaquants, hein, Kenny Molly qui est sorti plus de 1500 km l'année dernière, hein, qui est l'un des coureurs qui a fait le plus d'échappées dans le monde. Thibaut, Kevin Awan, c'est monsieur ligne de départ. Hein. Ouais, carrément. C'est une machine en plus, on l'a vu. On l'a déjà vu l'année dernière, hein, mais non, c'est un sacré gazier. Donc ouais, c'est une équipe qui fait le spectacle, qui attaque. Il y a un petit Belge aussi. Il y a 2 ans, pardon, que l'année dernière qu'on l'a vu. Ouais, il y a 2 ans, mais l'année dernière aussi, il est sorti un peu. Ouais, mais il y a 2 ans, où c'était plus en mémoire. Je crois que c'était du côté de la Provence. Ah oui, non, mais de toute façon, c'est voilà, hein, c'est des mecs qu'on voit à l'avant. Il y a un Belge aussi que j'aime bien, Joppe Hermans. Qui est plutôt profilé grimpeur, qui promet. Donc vraiment bonne petite équipe, cette équipe de Roubaix Van Driessen. Et typiquement le genre d'équipe que j'attendais sur Side Limit, et on devrait en voir à l'avant pour les électrons libres. Thibaut, cette étoile de Bessèges, elle est, j'ai pas envie de te dire qu'elle est presque impronosticable, mais elle est quand même parce qu'on se dit peut-être 4 sprints, 3 sprints et un sprint fatigué et tout joue dans le contre-la-montre, mais à un moment donné il va bien y avoir un coup de Trafalgar, quoi. Non, l'étape de Bessèges, hein, pour moi ça va être l'un des coups de Trafalgar de cette étoile, hein. C'est une étape en plus qui peut se prêter à ce genre de move où, très clairement, sur les dernières années, c'est un peu plus verrouillé, mais il y a des années où c'était parti en cacahuète. Hein. C'est une année. Ghana avait gagné cette étape, une année, non 2021, il me semble. Peut-être, ouais. Il me semble. En 2021, c'était une autre étape qu'il avait gagné, je crois, Ghana. J'ai plus le nom exact de l'étape. Ben Tom qui la gagne en 2022. Elle était profilée un peu différente, mais elle était même plus facile que ce qu'on aura ce week-end. Ouais, mais Ghana, de souvenir, c'était une autre étape. D'accord. Peters. Ouais, c'était Saint-Siffré. D'accord, ok. Oui, c'était avec le gros mur final. Enfin, un mur. On va appeler ça un mur, mais c'est pas vraiment un mur. Alors Thibaut, est-ce que dans la start list pour toi, il y a une équipe qui a les nuts, qui a de quoi, on va dire un petit peu foutre le bordel et donner avoir une option avant le contre-la-montre finale? L'équipe qui a le plus à gagner et à perdre, c'est les Décathlons. On l'a vu, hein, déjà dès la Marseillaise. C'est une équipe qui met de l'entrain, c'est une équipe qui a les options et puis qui a un Paul Lapéra qui est quand même bien en forme. Donc on va essayer de miser sur le petit Frenchie, hein, mais après, est-ce que c'est l'assurance tout risque? Je m'y prononcerai pas là-dessus quand même. C'est vrai qu'il y a un beau collectif du côté de chez Decathlon avec De Pestel, Ogland, Noah Isidore, Jordan Labrosse, Ramsus Pedersen, Pringle également. Franchement, je suis vraiment. J'ai du mal à. Moi, je vous le dis, hein, mon favori. Alors, je vais pas y aller dessus parce que c'est aussi le favori des boucs et moi, je pensais qu'il serait un peu sous les radars. C'est mon favori aussi. Hein. Niklas Larsen. Qui pour moi devrait pulvériser le chrono. Donc je pense que les Unibet ont intérêt un peu à verrouiller la course, faire en sorte que Niklas Larsen soit placé au moment du contre-la-montre. S'il est là, il peut la gagner, mais après on peut avoir des surprises. Misfut, pourquoi pas, quoi. Tu vois, le chrono, il est pas mauvais. Il a de l'expérience sur cette course-là. Sandy Dujardin, on a un mec comme Alexandre Delette qui arrive avec de l'ambition. Dylan Teuns, quelle version de Dylan Teuns on va voir cette année? On sent quand même que, pas en rajouter, hein, mais on sent quand même que le départ de l'autre là chez Cofidis, ça a un peu, on sent que les mecs sont mieux dans leur tête. Hein. Ça, y a pas. Il y a pas photo. Ewan Kostiou, même si en contre-la-montre c'est pas ouf, c'est pas délirant. Maxime Decomble, c'est pas délirant non plus. En fait, j'ai l'impression, Thibaut, pour moi c'est presque impronosticable. Ouais, ça l'est. Ouais.
Ça l'est parce qu'en plus il y a pas de grosses on a 4 équipes pour le tour, compliqué de verrouiller la course. Donc pour toi Thibaut, le favori Niklas Larsen? Ouais, théoriquement ça reste le favori. Après de là aller mettre une pièce non. Voilà, c'est ça. Il peut se passer tellement de trucs, même il y a Victor Garnalec à Nantes, enfin je veux dire il y a tellement d'options. Alors en revanche Thibaut, il y a une étape qui paraît quand même un petit peu plus pronosticable que ce classement général de Bessèges, une étape qu'on connaît bien, c'est la première étape. Donc on va pas refaire le parcours, hein, on connaît tous, on l'a fait tous les ans. Cette petite ascension finale de quoi, c'est 800 mètres à 7% de moyenne. Oui, j'ai plus les pourcentages exacts. J'ai pas encore rédigé cette preview, mais c'est 400 mètres à 9% et quelques, je crois. Ouais. Côte de la Méditerranée qui peut, on va dire, sourire aussi bien à des punchers qu'à des sprinters qui passent bien les bosses. On a vu Laporte l'emporter, on a vu Boigny faire deuxième, on a vu du Denis, Magnier l'année dernière. Magnier, exactement. La météo pour cette première étape, on sait qu'il peut y avoir des coups de bordure beaucoup aussi sur l'étoile de Bessèges et notamment sur cette première étape. Et en termes de météo, si tu me laisses 2 petites secondes, je vais charger ça parce que j'étais en train de finir la preview Moi, sur ce que j'ai regardé, la remontée sur Belgrade, peut-être un peu, mais ça va pas souffler aussi fort que certaines années. Va falloir être méfiant, mais pour reprendre l'expression du célèbre Thibaut, je mettrai pas ma bite si ça bordure pas. Vous savez que quand je dis des gros mots dans le podcast, alors Apple Podcast, il y a un petit E qui apparaît pour explicite. Je mets rien du tout, hein, voilà. Des fois, il y a une burne qui part, il y a un truc qui part. Ils mettent un truc d'avertissement. C'est quand même dingue. Non, mais ce qui est ouf aujourd'hui en France, c'est qu'en 2026, tu peux dire plus de trucs à la radio que sur des plateformes qui sont gérées par des entreprises qui sont extérieures à la France. Tu as plus de liberté, mais vraiment, tu as plus de liberté de ton sur la radio française que sur des plateformes de podcast. Après, on ne nous censure pas non plus parce qu'on dit des gros mots, hein, heureusement, mais il y a quand même un petit avertissement, quoi. Alors, c'est bon. Ah, quand même, 23 km/h. Alors, parce que je connais ce terrain par cœur dans les... Emmerdant quand même. Ah ouais, mais on est de ce côté. Ah ouais, d'accord, on la prend de ce côté-là cette fois. Ça bordurera pas. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Ouais. De ce côté-là... t'as quelques plateaux, quoi, mais le problème, c'est que les plateaux, là, ils sont pas terribles, et puis et puis après, tu te tapes vent de face, quoi. Les meilleurs plateaux, c'est juste après, t'as vent de face, donc c'est grosse neutralisation. Donc, revoir un peu un scénario à la Alexis Brunel 2021, à savoir un mec... Il s'était imposé sous la pluie, Brunel, je sais plus. C'était une journée pluvieuse ou pas? Non, par contre, il y avait pas mal de vent et il me semble qu'il avait un bon vent de dos dans le final qui l'avait propulsé. Pour rappel, il avait gagné en échappée. Ouais, parce que là, ce coin-là de plateau, en plus, c'est couvert à certains moments. Après, t'as vent de face. Et puis, on passe pas ce coin des lacs, quoi. Donc, parce qu'après, la remontée, non, c'est bon. Non, ça bordurera pas. Bon. Donc, ça sera sprint. Alors, sprint, est-ce qu'il y a un nom, un train déjà? Parce qu'il va falloir être placé vraiment la montée, l'ascension finale. Il y a vraiment une guerre de placement. Hein. Si on est 40e au pied de la bosse, ça paraît quand même extrêmement compliqué. Toi, Thibaut, quel est ton favori? Quelle est l'équipe qui a le pion à ramener à l'avant pour aller la mettre au fond? Théoriquement, c'est comme je te disais, ça reste les décathlons qui ont les clés en main, on va dire, pour essayer de placer au mieux Paul Lapéra, de jouer des bonifications, mais est-ce qu'on mise sur un Paul Lapéra, est-ce qu'on mise sur un Noah Isidore? Voilà. À chaque fois, on va citer un Noah Isidore et à chaque fois, il va se mieux en coéquipier. Ça va être magnifique.
Non, mais c'est vrai qu'après, la deuxième option est possible, hein, c'est-à-dire que s'ils font vraiment un travail de sap en amont, au début de la bosse, avoir un Noah Isidore, c'est un effort qui lui correspond bien, tenter le coup à 500-600 mètres de l'arrivée et laisser les autres travailler derrière pour éventuellement contrer par la suite, c'est aussi, je pense, une option tactique qui peut être sur la table des décathlons. Hein. Isidore a les compétences, a les capacités pour déclencher un tir de loin et surtout, alors Paul Lapera est le gros favori des bookmakers. Il était sorti à 2, il est plutôt maintenant aux alentours de 2,10. Mais les mecs qu'on a vu gagner sur cette étape-là les dernières années, c'est pas du tout le profil de Paul Lapera. Non, c'est plus des... Encore, je vais comparer avec la startlist qu'on a. Parce que le gamin que je vais te citer est quand même en dessous en termes de classe, mais dans les mecs qu'on pourrait citer, ce serait plus dans les profils des Henry League. Donc toi, c'est lui que tu verrais. Moi, je trouve que dans les profils. S'imposer ? Non. Je le vois pas s'imposer. Je le vois potentiellement faire une place plutôt, mais s'imposer, non. Pour moi, celui qui coche le plus les cases, après avoir comment il sera placé, il arrive avec une bonne équipe, pour moi, c'est Lucas Koubis. Oui, c'est pas pour rien que c'est le deuxième favori des books. Voilà. Donc moi, j'aurais plutôt inversé le truc. J'aurais plutôt mis Lucas Koubis favori et Paul Lapera deuxième. Mais le problème, c'est que j'ai plus confiance au collectif de la Décathlon. Quoique les Unibet, c'est pas non plus pourri, hein. Mais Décathlon, ça a quand même une autre gueule. Donc voilà, moi c'est le placement qui me fait peur pour Lucas Koubis. Et puis Groenewegen ne va servir absolument à rien dans cette histoire. Sauf. Comment ça le placement te fait peur pour Lucas Koubis? Pas Koubis, l'équipe. L'équipe en elle-même, est-ce qu'ils vont pas être... Alors c'est une bonne équipe, hein, c'est une belle équipe. Mais en logique, Décathlon est plus fort. Ah oui, très clairement. Mais Koubis, il peut se débrouiller tout seul. Et puis en termes de placement, c'est quand même un mec... il a une vista de ouf. Hein. Groenewegen, c'est complètement... dans sa carrière, il a jamais passé des talus comme ça. Oh non. Ma bite, si Groenewegen... Moi, je mettrais pas... Sur le truc des UAE Tour, là, tu sais, il y avait une étape qu'on voyait il y a quelques années sur le Tour des UAE qui était souvent remportée. On avait Caleb Ewan contre Primož Roglic. Ils l'ont arrêté cette étape-là, mais elle était pas mal. Attends, mais t'es en train de me chercher Groenewegen il y a combien de temps là? Non, mais c'est ça. Mais si ils ont essayé, s'ils ont tenté, on va dire, de retravailler Groenewegen à l'ancienne pendant l'hiver, Mais tu peux pas le retravailler. Le mec, il a pris 120 kilos de muscle depuis. Il est passé du gabarit d'un chimpanzé à un gorille. C'est normal qu'il passe plus en talus. Mais quand tu vois Jordi Meus, il fait 2, je crois, l'année dernière. Non, mais on parle de Jordi Meus. Ouais. Non, mais Jordi Meus, c'est une camionnette de gitan. Groenewegen, c'est le camtar qui te livre un magasin. C'est totalement différent. Il a le cul aussi gros qu'un camion de 20 tonnes. Tu m'étonnes qu'il passe pas un talus. Ouais. Oui. Tu vois, c'était l'étape de Adam, voilà, sur le Tour des UAE, ils l'ont arrêté et c'était à peu près le même genre de talus qu'on va avoir. Voilà, c'était une montée de 600 mètres à 7%, qui était un poil plus courte, mais vraiment qui ressemble à l'arrivée de l'Étoile de Bessèges. Si je prends le résultat en 2020, on a Ewan Bennett démarre, et après on a Ulisses, Isabelle Vendramé. Donc c'est un peu la même chose, un mélange de sprinter et de puncher. C'était avant sa suspension de la Pologne, où pendant sa suspension, il s'est buté à la salle. Groenewegen, depuis, il passe plus un talus, parce qu'il a pris littéralement 20 kilos de muscle. Il est beaucoup plus lourd. Il est beaucoup plus massif, non. Et quand je te dis qu'il a le cul aussi gros qu'un camion de 20 tonnes, c'est à moitié une image. Oui, puis encore là, tu vois, je te cite un classement, mais Groenewegen n'est même pas dedans en fait. Hein, donc je suppute qu'il aurait pu en être, mais bon, effectivement, puis c'est vrai qu'ils ont Lucas Koubis dans l'histoire, donc. Non, mais c'est vrai qu'à une période, il passait bien les talus, mais c'est fini. Ouais, tous les sprinteurs, hein, de manière générale, tous les sprinteurs.
Ils ont à un moment donné dans leur carrière un moment où ils vont mieux passer les talus que les autres, comme une fois. Démarre quand il fait ses résultats en Belgique, tu pouvais lui mettre n'importe quel talus, il répondait présent, et puis des fois il était bien outsider et c'était bien content qu'on pouvait le prendre, mais là c'est fini. Totalement. Sandy Dujardin, ouais, me plaît aussi, hein, pas mal sur cette étape. Donc Thibaut, ton prono, ton favori pour cette première étape de l'Étoile de Bessèges. J'ai envie de tenter une surprise. Ah, allez. Est-ce qu'on partirait pas sur un Mathis Grisel? Mais dans quel scénario, toi, tu le verrais en échappée ou à la pédale? Parce que ça m'a effleuré. À la pédale. Ouais. Ça m'a effleuré l'esprit aussi. À la pédale. Ça reste un mec qui est rapide, qui a du tonus, qui a du punch. Non, honnêtement, et puis c'est un petit talent. Il était dans le bon groupe d'échappés sur la Marseillaise. Donc ça voulait dire qu'il était en Cannes. Moi j'aime bien. Ok, écoute, on note. Alors, il a qui dans son équipe? Mathis Grisel, la Lotto Intermarché, c'est pas dégueulasse. Seb Grignard, Coleman, Lorenzo Rota, j'étais complètement passé au travers que il était chez Intermarché, donc il a suivi la fusion, notre ami Lorenzo Rota. Imamura, le japonais. De toute façon, je serais parti sur un français, mais c'était mon hésitation. C'était soit Mathis Grisel, soit Axel Wins. Aussi rapide, un petit tonus. La question c'est quand même sur ce type de finish, est-ce que le positionnement sera bon? Il y a quand même un A1 Coscu qui peut aller chercher une petite placette sans vraiment bien s'imposer. Et puis il a pas le sprint, c'est vraiment juste au placement qu'il peut aller chercher un truc, tu vois. Mais genre il va chercher quoi, A1 Coscu, une 5-6e place. Oui. Puis ils ont aussi Maxime Decomble qui est aussi parmi les favoris des bookmakers. Donc ouais. Et puis même sur ce type d'arrivée, Cyril Barth, il peut aussi ne pas être ridicule. C'est un truc qui fait partie de ses capacités. Donc ok. Écoute, voilà la petite surprise, Mathis Grisel. Moi, ça sera Lucas Koubis. Alors je le prendrai pas en bête. Voilà, c'est un petit prono, un petit avis. Voilà, encore une fois, le collectif de la Décathlon me fait vraiment peur et on peut avoir un move et un coup tordu dans le final. C'est aussi une possibilité. Thibaut, merci beaucoup pour ce coup tordu. Merci à toi. Merci à tous. Je rappelle encore une fois, allez sur le site de Thibaut, Go in Full Gas, pour avoir les previews des courses, sur celui d'Enzo, The Big Gear, pour les previews du Tour de la Communauté de Valence. Et puis le coup tordu, on est présent absolument partout, sur tous les réseaux sociaux, le Facebook du coup tordu. Vous nous retrouvez également sur Instagram, sur X, sur Twitter, le YouTube également du coup tordu. Si vous avez envie d'avoir les previews en exclusivité, chaque fois que je balance sur les plateformes de podcast, ça arrive toujours en premier sur YouTube, et puis après ça arrive sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify. Mais au moins allez sur le YouTube du coup tordu, vous appuyez sur la petite cloche et ça vous permettra d'avoir une petite alerte dès que le podcast sort, et vous serez sûr de ne rien rater. Vous serez les premiers au courant un petit peu de nos avis. Thibaut, on te retrouve très vite. Avec joie. Avec joie. Alors demain, on dit demain, après-demain. Plutôt après-demain, parce que demain, tout dépend de mon après-midi, mais j'ai quand même envie d'aller défendre ma place au classement au poker. Donc, d'accord. Pas de souci. Je tourne bien en ce moment. T'es dans un bon run. J'ai une tête du classement à maintenir. Il y a des cyclistes qui jouent au poker un petit peu là. Je crois que je sais plus dans quelle équipe ça jouait. C'est la vidéo de Décathlon. Oui. L'autre, il fait briefing et puis après, poker. Ah oui, exact. Il y en a, je sais plus, j'en avais d'autres en tête. J'avais d'autres en tête, d'autres cyclistes. Je sais plus, une équipe. Je fais pas spécialement attention. Mais ok,
Ça marche. Parfait. Bah merci beaucoup Thibaut, merci à tous et puis bah quoi qu'il arrive, voilà, je vous retrouverai demain pour les previews des deuxièmes étapes du Tour de la Communauté de Valence et de l'Étoile de Bessèges. Merci à tous. Ciao Thibaut, ciao les amis. Allez, ciao.